Pour Denis de Rougemont, l'aventure occidentale, dans toutes ses dimensions, requiert la participation de chaque voix humaine, responsable de l'espace où elle porte. Pour la participation civique, cet espace sera la région, qui deviendra une notion clé de l'écologie. On peut alors se demander ce que l'écologie politique d'aujourd'hui doit exactement à Denis de Rougemont. Laurent Rebaud. Alors, elle lui doit énormément, et je crois que, en tout cas, en ce qui nous concerne en Suisse romande, elle lui doit la structure intellectuelle de son programme politique, et c'est énorme. Le mouvement écologiste est parti sur des intuitions qui n'étaient pas formalisées dans un système de pensée. C'était la lutte contre la pollution, la réaction contre la destruction du cadre de vie, la participation à des mouvements de résistance ou de protestation contre certains abus des installations industrielles, du bétonnage du paysage, contre le danger nucléaire. Et tout ça a pris la forme de mouvements qui n'avaient pas, au fond, de vraie couleur politique, sinon celle de lutter localement contre des dangers. Et Rougemont a réussi, avec toute la profonde culture politique et la profonde connaissance de l'histoire politique de l'Europe, au fond, à faire un tout cohérent de l'intuition écologiste et de sa théorie du fédéralisme. Et ça, pour nous, c'est du pain béni, parce que ça nous a permis de créer un parti écologiste qui ait son autonomie quant à la pensée politique et qui ne soit pas dépendant des héritages, des traditions de gauche et de droite. Il y a chez Rougemont une volonté farouche de rester indépendant par rapport aux anciens systèmes de pensée, parce qu'il avait quelque chose du prophète, Rougemont. Il voyait l'avenir tout à fait en dehors des catégories intellectuelles et politiques du XIXe siècle. Et tout ça, évidemment, il l'a élaboré à partir de sa critique de l'État-nation et à partir de son idée de la personne libre et responsable. Et c'est au fond grâce à lui que, en tout cas personnellement, j'ai pu m'imaginer qu'il était possible de créer un parti écologiste qui soit autonome par rapport aux autres, par rapport notamment aux héritages de la gauche et de la droite. Il y a dans son œuvre une série de visions d'avenir qui sont fondées sur les valeurs occidentales de l'homme et qui nous donnent au fond toute une série de méthodes d'imagination politique qui là aussi nous sont extrêmement précieuses et qui nous permettent de créer au jour le jour non pas des visions d'avenir mais des perspectives. Je crois que oui, le parti écologiste a souvent été décrit comme un parti de résistants et de protestataires, et j'espère qu'on est en train de s'apercevoir que c'est faux, que nous avons une vision d'avenir, et la manière dont sont en train d'échouer, je dirais, les écoles politiques de pensée traditionnelles fondées soit sur le libéralisme, soit sur le communisme, léninisme, montre que vraiment le champ est très largement ouvert à l'imagination. J'observe aussi que tout le débat qui commence enfin au niveau de la communauté européenne sur le principe de subsidiarité trouve d'excellentes pistes de réflexion et même des réponses dans des écrits de Rougemont qui ont été produits et publiés il y a déjà 20 ou même 30 ans. Je pense à Penser avec les mains, par exemple. Et ces choses-là nous mettent tout à coup dans la création de la pensée et de la perspective politique à l'avant-garde, parce que vraiment, notre civilisation est à la recherche de solutions qui se trouvent ni à gauche ni à droite. Mais en avant, comme il aimait à le dire. Mais en avant, mais en avant. Oui. Cette idée de région qu'on lui reprochait à l'époque comme utopique, en fait, il l'a développée de manière très, très fine, très articulée, très complexe. Et en cela, il me semble qu'il était un pionnier ou un précurseur de ce qu'on a appelé plus tard la pensée holistique. Oui, si vous voulez, je crois pas. Je ne sais pas si Rougemont aurait aimé le terme de pensée holistique, qui a un petit côté mystique. Hein. L'homme très rationnel qu'il était, malgré sa grande foi, n'aurait peut-être pas aimé le côté un peu New Age de la chose. Mais je n'en sais rien. Il n'est pas là pour nous le dire. En tout cas, le souci et la rigueur qu'a mis Rougemont à toujours vouloir voir les interactions entre les choses, les interdépendances entre les phénomènes, y compris d'ailleurs, non pas seulement au plan spatial, mais au plan historique. Tout le développement qu'il fait sur l'existence de la région comme l'unité idéale pour que la personne puisse exercer sa responsabilité sans être écrasée par des appareils étatiques et anonymes, sans être non plus isolée dans un individualisme qui est l'un des cancers de notre civilisation actuelle. Il ne l'a pas inventé comme ça n'est pas tombé du ciel, c'est aussi un fruit de sa profonde culture historique, et certaines de ses références plongent dans le Moyen-Âge ou dans la Grèce antique.
Cet héritage de l'histoire, évidemment, alimente la réflexion pour inventer l'avenir de l'Europe. Et je crois que si Rougemont aimait la Suisse, c'est pas tellement parce qu'il aimait les Alpes ou parce qu'il adorait que les trottoirs soient propres, c'est plutôt à cause de cette tradition toujours vivante, donc toujours utile, de l'autonomie locale et du souci de prendre sur place ses propres responsabilités. Il faut que les gens qui sur place souffrent de la pollution et de la dégradation du cadre de vie ou du danger représenté par une installation comme une centrale nucléaire aient les moyens politiques de se responsabiliser par rapport à ça et d'agir.